Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. La crise sanitaire qui frappe la planète n'épargne pas les activités spatiales. On l'a vu récemment avec la faillite de OneWeb et cela risque de continuer dans les semaines et les mois qui viennent. Bigelow Aerospace fait partie de ceux qui traversent de telles difficultés. L'entreprise a renvoyé tous ses employés à la maison et mis ses opérations en pause. À l'échelle du New Space, Bigelow n'est pourtant pas né de la dernière pluie. L'entreprise a été fondée en 1999, avant même SpaceX ou Blue Origin. Elle a donc déjà survécu aux crises financières de 2001 et 2008. Pendant ce laps de temps, elle a centré son activité autour d'une technologie assez singulière, les modules spatiaux gonflables. Avec l'aide de quelques démonstrateurs, l'entreprise a fini par convaincre la NASA, à qui elle doit d'ailleurs sa technologie. Depuis 2016, un module gonflable de Bigelow, dénommé Beam, est donc amarré à la Station Spatiale Internationale. Il augure peut-être d'un futur où les stations orbitales ne seront plus aussi étriquées. Si l'entreprise parvient à convaincre, ces modules pourraient trouver leur place en orbite de la Terre, de la Lune ou même à la surface de notre satellite, signant ainsi la consécration d'un concept qui avait à l'origine été pensé pour le voyage martien. Passer 4 à 8 mois dans un vaisseau spatial minuscule est en effet quelque chose de très dur pour la psyché humaine. Certains d'entre nous subissent malencontreusement des conditions similaires depuis un mois. Mais assembler un vaisseau immense pour réduire ses contraintes coûte encore bien trop cher. Pour essayer de réconcilier ces deux paramètres, la NASA a imaginé dans les années 90 un concept baptisé TransHab. Un grand module gonflable, donc plus simple à lancer, qui offrirait aux astronautes en transit vers Mars de la place pour se dégourdir les jambes et l'esprit. L'agence spatiale américaine a ensuite imaginé l'intégrer à la Station spatiale internationale. D'une masse de seulement 13 tonnes, il aurait offert un volume habitable de 340 mètres cubes, à comparer par exemple aux 70 mètres cubes et 14 tonnes 5 du module Harmony. Au tournant des années 2000, le budget alloué à l'ISS s'est envolé. Les recherches liées au TransHab et à toute technologie d'habitat gonflable ont donc été définitivement arrêtées. Le Congrès a même interdit à l'Agence spatiale américaine toute recherche dans ce domaine, tout en lui laissant une porte ouverte. La NASA gardait le droit de louer une telle structure à une entreprise privée. C'est dans ce contexte que Bigelow est né. Juste après sa formation en 1999, l'entreprise a racheté les droits et les brevets de la NASA liés au TransHab pour se mettre à concevoir ses propres modules gonflables. Au cours des 2 décennies suivantes, Bigelow a investi près d'1 demi-milliard de dollars pour développer et parfaire la technologie. Les fonds sont directement issus de la fortune personnelle de Robert Bigelow, un magnat américain de l'hôtellerie. Cela a permis de mener à partir de 2006 des tests orbitaux. Le premier s'est articulé autour d'un module dénommé Genesis 1. D'une masse d'1 tonne 3, il a été placé en orbite par un lanceur russe. Il ne lui a fallu que 10 minutes pour être complètement gonflé, ce qui lui a permis d'atteindre un volume interne de 11,5 mètres cubes, à peu près similaire à celui d'un CST-100 Starliner. Conçu pour survivre 6 mois, il a tenu 2 ans et demi avant que ses systèmes de contrôle ne rendent les armes. Cela a été suffisant pour démontrer l'aspect le plus important du concept. Genesis 1 a parfaitement maintenu sa pression interne malgré l'absence d'une structure rigide. En 2007, Bigelow a réitéré l'expérience avec Genesis 2, un module aux propriétés similaires mais embarquant plus de capteurs. Au cours des années suivantes, l'entreprise a travaillé sur 2 autres prototypes dénommés Galaxy et Sundancers, mais ils ne sont pas allés au bout de leur développement. Car une fois le contrat pour Beam reçu en 2012, Bigelow a préféré se concentrer sur ce projet. Beam représente une étape cruciale pour Bigelow. Il s'agit du seul habitat gonflable qui soit régulièrement visité par des astronautes. Pour la NASA, c'est aussi un peu le projet TransHab qui aboutit et qui est finalement rattaché à la Station spatiale internationale. Beam devait au départ être un module temporaire, mais il a fini par séduire les équipages et l'agence spatiale américaine, ce qui lui vaut de prolonger sa mission encore aujourd'hui.
Un petit coup d'œil aux caractéristiques du module permet d'apprécier tous les avantages de la technologie de Biglow. Replié sur lui-même, BIM fait 2,16 m de long pour 2,36 m de diamètre avec une masse d'1,4 tonne, ce qui lui permet de tenir dans la soute à cargo d'un vaisseau Dragon. Après une opération de gonflage qui s'est étalée sur 7 heures, il a atteint ses dimensions finales. Il a gagné 1,70 m en longueur et presque 1 mètre de diamètre. Pleinement gonflé, BIM offre donc un volume interne de 16 mètres cubes. Ce n'est pas immense, mais il faut se rappeler qu'il s'agit encore d'un module expérimental. L'équipage de l'ISS conserve son écoutille fermée l'immense majorité du temps. On pourrait en effet se dire qu'un habitat gonflable représente un plus grand risque en cas d'impact. Des micrométéorites pourraient peut-être traverser plus facilement son enveloppe souple. Il n'en est pourtant rien. Les mesures effectuées sur le module suggèrent qu'il a déjà été frappé à plusieurs reprises au cours de sa mission rattachée à l'ISS. Il n'a pourtant jamais souffert d'une dépressurisation, signe que son enveloppe est suffisamment solide. Les niveaux de radiation relevés à l'intérieur du module sont aussi similaires à ceux qu'on trouve ailleurs dans l'ISS. Sur ce plan, il fait donc au moins aussi bien que les modules métalliques. Cela n'est au final guère surprenant quand on se penche sur la conception des modules gonflables de Biglow. Gonflable ne signifie pas qu'il s'agit de simples ballons de baudruche. Leurs parois flexibles sont en fait assez épaisses. Elles regroupent plusieurs couches d'un matériau dénommé Vectran. Il s'agit d'une fibre synthétique 2 fois plus résistante que le Kevlar. Elle conserve ses propriétés à très haute température et confère au final une protection supérieure à celle des modules rigides. Lors d'un impact, une paroi souple peut en effet se déformer pour absorber une partie de l'énergie du projectile. Des tests réalisés au sol ont montré que des projectiles capables de perforer les parois de modules métalliques classiques de l'ISS sont arrêtés par les murs souples des modules de Biglow. Le succès de BIM pourrait ouvrir la voie à l'exploitation de modules gonflables plus ambitieux. La NASA conserve des liens très étroits avec Biglow. L'entreprise participe à presque tous les appels d'offres qui concernent des habitats spatiaux. Il ne serait donc pas étonnant de retrouver un jour un module gonflable sur la LOPG, sur la surface lunaire, voire à bord d'un vaisseau en partance pour Mars. C'était après tout la motivation première du projet. Biglow en a bien conscience et travaille donc sur des modules bien plus impressionnants que BIM. Le premier d'entre eux s'appelle B330. C'est un peu le descendant direct du Transab, imaginé par la NASA dans les années 90. Ses caractéristiques sont donc très proches. D'une masse de 23 tonnes, il doit mesurer 17 mètres de long et 6,70 m de diamètre une fois gonflé, ce qui lui permettrait de proposer un volume interne de 330 m3, d'où son nom. Le B330 est pensé pour être une station à lui tout seul. Équipé de panneaux solaires, de radiateurs et de systèmes de support de vie, il doit pouvoir accueillir 4 à 6 passagers de manière assez confortable. Biglow pense que son bébé pourrait supporter des activités de recherche orbitale, voire du tourisme spatial. Le module possède des parois de presque 50 cm d'épaisseur, regroupant plusieurs dizaines de couches de Vectran. De quoi garantir le module contre les micrométéorites et les radiations, tout en offrant une bonne isolation thermique et une étanchéité parfaite. À défaut d'avoir déjà pu envoyer le B330 dans l'espace, Biglow a assemblé un prototype à taille réelle sur Terre. Il permet de se faire une idée de la configuration interne du module. Le volume interne permet d'envisager une configuration sur plusieurs étages, avec des chambres privées pour les astronautes, des salles de bain et bien sûr des espaces de travail. L'entreprise concentre pour le moment ses efforts sur la LOPG. La nouvelle station en orbite lunaire de la NASA sera dans un premier temps très minimaliste. Elle devrait cependant grossir et nécessitera un module d'habitation et de travail. Biglow pense que le B330 est le candidat parfait pour remplir cette fonction. Et à 330 m3 habitables pour seulement 23 tonnes, on imagine mal comment on pourrait faire mieux. Dans un futur plus éloigné, l'entreprise vise encore plus gros. Elle travaille sur un second module dénommé B2100. La logique du nom reste la même, à quelques pourcents près.
On parle donc d'un unique module gonflable offrant 2250 m3 de volume interne, soit plus du double de ce que permet l'ISS. Le module présenterait tout de même une masse de 100 tonnes environ. Il lui faudrait donc un lanceur ultra puissant doté d'une coiffe d'au moins 8 mètres de diamètre. Les candidats ne sont pas nombreux. Si un jour il parvient à être produit, un tel habitat permettrait d'assembler d'immenses stations orbitales, ou de supporter des activités d'exploitation des ressources spatiales. Pour Bigelow, la seule limite à l'expansion de cette logique tient dans la taille des coiffes des lanceurs. Si un acteur est un jour capable de proposer une coiffe de 10 mètres de diamètre, l'entreprise pense y faire tenir un module de 5000 m3. Mais avant d'arriver à de telles extrémités, il va déjà falloir reprendre l'activité et convaincre la NASA d'intégrer le B330 dans ses opérations. Si aucun partenariat n'est trouvé, Bigelow prévoit d'assembler sa propre station spatiale commerciale. Elle pourrait consister en un unique module B330, opérant de manière indépendante. Pour se lancer dans une telle aventure, il faut que les vaisseaux Crew Dragon et CST-100 Starliner deviennent opérationnels, et que Bigelow trouve les fonds nécessaires pour construire et supporter sa station. Probablement pas avant quelques années. Et nous voici déjà au bout de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, je vous invite à faire part de vos remarques et de vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 26 avril à 18 h. Vous pouvez d'ailleurs consulter la description de la vidéo pour retrouver nos sources, des liens vers nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau DNDE. D'ici là, citoyennes, citoyens, restez chez vous et plus que jamais portez-vous bien.